Bonjour les amis, Abdoulaye Mohamed dit Aïnia Izo. L'entrepreneuriat tout simplement. Abonnez-vous déjà. Aujourd'hui, nous venons rencontrer Monsieur Abdoulaye Coulibaly, cadre d'institutions financières. Nous allons parler avec lui d'entreprise et de finances. Suivez-nous. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur Aïdara. Bonjour. Je suis Abdoulaye Coulibaly, superviseur d'exploitation commerciale à Cofina. Cofina, une institution de microfinance présente au Mali depuis 2017. Nous sommes également présents dans 9 pays en Afrique et aussi représentés en France. D'accord. Vous êtes dans le domaine des finances depuis combien d'années? D'accord. Donc, j'ai intégré le monde des finances depuis 2016. Je suis de 2016 à aujourd'hui, je suis passé par trois boîtes. Ok. D'accord. En quoi consiste votre fonction? D'accord. Le superviseur exploitation commerciale que je suis est en charge du développement, de la fidélisation et de la rentabilisation d'un portefeuille clientèle. Également, j'étudie les demandes de prêts pour faire une proposition au comité de crédit et faciliter leur prise de décision. En même temps, j'assiste nos clients dans la gestion de leur entreprise, la gestion financière et tout ce qui va avec. Ok. Lors de votre supervision, par rapport à quelqu'un qui veut contracter, quels sont les critères sur lesquels vous basez? D'accord. Donc, maintenant, aujourd'hui, dans l'analyse de demande de prêt, l'analyse s'accentue sur 2 grands volets. Il y a une première analyse qui est qualitative et l'autre analyse qui est quantitative. L'analyse qualitative, il s'agit là d'étudier la moralité, la qualité de la signature de l'entrepreneur et de l'entreprise elle-même. Donc, le côté quantitatif, c'est quand même d'essayer de voir tout ce qui est chiffre, l'objet du prêt et tout ce qui va avec. Ok. Maintenant, vous parlez de moralité. Cela veut dire que c'est important pour un entrepreneur d'être de bonne moralité? Moi, et aussi, je pense, pour quand même une bonne partie des personnes qui interviennent dans l'analyse d'un dossier de crédit, la moralité occupe je dirais, peut-être 90% de nos analyses. D'accord. Aujourd'hui, un entrepreneur qui a les meilleurs chiffres au monde et qui a une mauvaise moralité, ce dossier est d'ores et déjà abandonné. Tout dépend de la moralité, je dirais. Et avez-vous des moyens sûrs pour vérifier la moralité de l'entrepreneur? Oui, c'est-à-dire, pour se faire une idée de la moralité aujourd'hui d'un entrepreneur, je pense qu'il y a 1001 façons de le savoir. Aujourd'hui, on peut essayer de voir ses relations avec ses différents partenaires. Partenaires comme qui? Ses fournisseurs, ses clients. D'accord. Son bailleur. Ok. L'EDM. Okay. Est-ce qu'il paye correctement la facture de l'EDM? Vous faites tout ça? On peut être assez regardant sur tout ça. D'accord. Et l'aspect quantitatif, donc là, il faut que, par exemple, il fasse un bon chiffre d'affaires, il faut que son projet soit consistant, et son modèle économique, tout ça? Oui, il faudra qu'il y ait quand même un chiffre d'affaires. Il faudra qu'on se rassure que les prêts qu'on va donner, c'est-à-dire au client, à l'entrepreneur, il sera en mesure de faire face à ces prêts. Parce que derrière, notre objectif, ce n'est vraiment pas de donner un prêt à un client et que ces prêts l'enfoncent. L'objet du prêt, c'est vraiment pour que ça soit assez utile. D'accord. Dans votre travail, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que vous avez observées chez les entrepreneurs? D'accord. Donc, quand même, il y a des erreurs, hein, mais donc je pense que je vais en citer une qui est quand même assez fréquente et qui est quand même assez dévastatrice. Aujourd'hui, les entreprises qui sollicitent et obtiennent un prêt à notre niveau et qu'après il y a des difficultés, en général, ces entreprises commettent pratiquement la même erreur. Cette erreur, c'est quoi? C'est un détournement d'objet. Il est important l'objet du prêt. Un détournement d'objet, c'est-à-dire, d'abord, l'objet du prêt, c'est la raison pour laquelle l'entreprise souscrit, c'est-à-dire à un prêt, c'est-à-dire l'utilisation des fonds qui lui sera accordé. Par exemple.
Une Je boulangerie, dirais par exemple. une boulangerie, par exemple, en ces temps-ci, une boulangerie peut, par exemple, venir chercher un prêt pour faire des installations solaires à son niveau. D'accord. Donc, aujourd'hui, une boulangerie qui souscrit à un prêt pour faire des installations solaires au niveau de son entreprise, après obtention, c'est ça l'objet du prêt. Ok. Donc, après obtention du prêt, c'est-à-dire si jamais, par exemple, ce dernier utilise ses fonds autrement, c'est ça on appelle un détournement d'objet. Et en général, c'est l'erreur la plus fréquente et la plus dévastatrice dans nos relations avec les entrepreneurs. Ok. Et un nouvel entrepreneur, un jeune entrepreneur, est-ce que vous lui conseillerez de contracter un prêt directement? D'abord, toute entreprise à la base doit être fondée sur vraiment du capital propre, C'est-à-dire le fonds propre? sur des fonds propres. Aujourd'hui, il faudra quand même avoir un fonds propre avant d'aller vers un crédit. Il faudra vraiment asseoir l'entreprise. Pourquoi et comment? D'abord, fonds propre, pourquoi? Il est toujours bien de prendre les premiers risques sur tes fonds. Ah bon? Pourquoi? Oui. Pas seulement pour éviter que la banque ne fasse des pertes, Ok. contrairement à ce que la plupart des gens pensent, D'accord. mais pour vraiment maîtriser, pour vraiment préserver c'est-à-dire ta moralité, on va le dire. Ok. Parce qu'aujourd'hui, ta moralité, la qualité de ta signature, aujourd'hui, si tu te lances sur vraiment des prêts, tu fondes ton entreprise sur des prêts et qu'après, on est tous d'accord avec cela, le début de toute entreprise est inondé, c'est-à-dire d'erreurs et tout ça. Donc, si jamais il y a contretemps et que l'entreprise ne fonctionne pas comme on le souhaite, ce qui veut dire que le prêt ira en impayé. Ok. Et ça, ceci jouera de façon considérable sur vraiment ta signature auprès des institutions financières. Parce que ce qu'il faudra retenir est que la BCAO a mis un système sur place qu'on appelle le système le bureau intercrédit. Ok. Donc BIC. Ce Ok. bureau permet aux institutions financières d'avoir des informations sur, c'est-à-dire les personnes qui viennent à leur niveau pour peut-être demander un prêt. Peu importe les institutions, en fait, c'est comme des bases de données qui sont là. Exactement. D'accord. Donc aujourd'hui, un client qui s'hasarde, un entrepreneur qui s'hasarde à aller, c'est-à-dire faire de n'importe quoi. Dès le départ, quoi. Oui. Oui, c'est-à-dire par exemple au niveau d'une institution financière, cette expérience peut vraiment suivre l'entrepreneur Toute sa carrière. toute sa carrière. D'accord. D'où l'importance d'éviter vraiment de contracter des prêts au départ. des prêts au début pour ne pas avoir des mauvaises expériences et de laisser des mauvaises images. Mais est-ce que l'on peut entreprendre avec 0 francs CFA au départ? Entreprendre avec 0 francs CFA? Oui. Selon votre expérience? Très compliqué. D'accord. Très compliqué, puisque la base, l'entreprise est axée sur deux grandes choses, je dirais, qui est vraiment, c'est-à-dire les moyens financiers et aussi le capital humain. Quand je dis le capital humain, ça englobe la technicité et tout ce qui va avec. D'accord. Donc aujourd'hui, il faudra quand même un minimum de fonds pour vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat. D'accord. Donc cela veut dire qu'un entrepreneur peut faire du salariat, un peu économiser, travailler ici et là et il commence. C'est ça, c'est ça. En général, quand on essaye de regarder l'histoire, les plus grands entrepreneurs ont débuté leur carrière en tant que salariés. Ah, okay. Pour en citer, je prendrai exemple aujourd'hui sur notre PDG, Jean-Luc Conan. Okay. Aujourd'hui, il fait partie des entrepreneurs les plus influents en Afrique. Okay. Il fait partie des entrepreneurs les plus influents en Afrique, mais il a débuté sa carrière en tant que salarié. Il a fait une brillante carrière dans les institutions financières. Étant salarié, c'est ensuite qu'il s'est lancé dans l'entrepreneuriat. D'accord. Ok. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes entrepreneurs, aux débutants, ou peut-être même aux expérimentés, aux seniors qui veulent entreprendre ou qui entreprennent déjà? D'accord. Donc, le conseil que je dirais, c'est à ces personnes-là qui évoluent dans l'entrepreneuriat, c'est de vraiment
éditer, élaborer des stratégies assez solides et de faire tout pour vraiment rester dans leur business plan. Aujourd'hui, moi, je pense que, contrairement à ce que certains pensent, un pilotage à vue, quand on pilote une entreprise de cette façon, sans aucune base, sans aucune vision, sans aucune stratégie, sans aucun respect du business plan, cette entreprise est vouée à l'échec. Pour vraiment une réussite de l'entrepreneuriat, pour faire du succès, il faudra vraiment éditer un business plan et de faire tout pour vraiment s'en tenir, respecter ce business plan. Naturellement, il peut y avoir des modifications, des petits changements, compte tenu des réalités de la pratique, mais on doit faire tout vraiment pour respecter son business plan. Le hasard ne fait rien de bon. Mais vous parlez d'éditer, mais imaginez quelqu'un qui n'est pas instruit ou qui n'a pas eu de cours de business plan. Il devrait faire appel à un cabinet d'experts ou à des juristes ou quoi? Le business plan n'est pas forcément ces rapports-là que les entrepreneurs présentent. Mais le business plan peut même être non écrit. Ces commerçants-là qui prospèrent dans le grand marché, ils n'ont pas forcément un business plan écrit. Le grand marché de Bamako. Je prends un exemple. Ces commerçants qui évoluent, c'est-à-dire dans le commerce, dans le grand marché, n'ont pas forcément un business plan écrit sur un bout de papier. Mais ils l'ont en tête. Mais c'est quand même bien réfléchi. Par exemple, quels seraient ces éléments qu'ils auraient en tête dans un business plan ou qui seraient pour vous financiers? Aujourd'hui, ce que je dirais par exemple, c'est tu prends un commerçant au grand marché, il trace son business, il trace ce qu'il va faire. Ce n'est pas forcément écrit, mais il l'a en tête. Il a par exemple en tête de partir en Chine, s'approvisionner de cette façon. Le temps, le trajet et le temps que prendra, c'est-à-dire les marchandises avant d'arriver. Les besoins financiers. Ça va nécessiter quel effort, ça va nécessiter l'utilisation de quels fonds. Ils ont tout ça en tête. Une fois les marchandises arrivées, comment les écouler, le temps que ça va prendre, les difficultés. C'est-à-dire, ils ont tout ça en tête. Donc, quand moi je parle aujourd'hui de business plan, il ne s'agit pas d'un rapport qui est présenté par l'entrepreneur, mais il s'agit là de se faire une idée. Une vision détaillée de comment, c'est-à-dire on va exercer son business dans l'avenir. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est comme une sorte de plan d'action que l'on va suivre. Exactement. Ok. Votre dernier mot? D'accord. Donc, d'abord, je remercie toutes ces personnes qui ont pris leur temps pour vraiment écouter cette vidéo. J'espère que ça a été utile. Donc, ces entrepreneurs qui ont un besoin financier, qui souhaitent avoir une assistance d'une institution financière, n'hésitez pas à faire un tour à Cofina. Nous sommes là pour vous. Merci. Là, tu vas payer. Hein? Ok.